Bonjour, dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, le campus Arts et Métiers de Paris présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode qui concernera une intervention sur la transition énergétique donnée par Michael Pereira. Bonjour Michael Pereira. Bonjour Carole. Vous êtes physicien, maître de conférences à l'École nationale supérieure d'Arts et Métiers, chercheur au laboratoire d'ingénierie des fluides et des systèmes énergétiques, l'IFSE, et directeur pédagogique également du programme d'ingénieur de spécialité en génie énergétique. Merci d'être avec nous et bienvenue. Merci à vous de votre invitation. Alors, Michael Pereira, pour commencer, pourriez-vous nous indiquer ce que l'on entend par transition énergétique ou écologique? Y a-t-il d'ailleurs une différence? Alors, oui, il y en a une, ça c'est sûr, ou disons plutôt que l'une implique l'autre, c'est-à-dire que la transition écologique, si vous voulez, c'est un mouvement global du monde, de l'humanité qui est orienté vers le développement durable. C'est-à-dire que ça impose de verdir nos modes de vie pour atteindre la neutralité carbone et protéger l'environnement. Donc c'est une sorte de réponse au dérèglement climatique, je dirais. La transition énergétique, c'est finalement un des volets, un volet qui fait partie intégrante de la transition écologique. C'est d'ailleurs l'un des axes majeurs, puisque, comme on dit en physique, tout est énergie. Donc la transition énergétique, elle repose sur un changement profond et progressif de notre manière de produire, de distribuer, de stocker l'énergie, et l'idée étant bien sûr de tendre vers une énergie décarbonée. D'accord. Et est-ce que l'ingénieur a un rôle à jouer dans cette transition ? Alors oui, je dirais même plutôt deux fois qu'une. Si je prends un exemple, parmi le volet de la transition écologique, il y a ce qu'on appelle la transition industrielle. Et l'industrie, elle se transformera pas toute seule. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui partagent les convictions écologiques et elles savent très bien qu'elles doivent se transformer dans les années à venir. Toutefois, c'est loin d'être une chose aisée de par la taille de ces organisations. Donc elles ont besoin de cette nouvelle génération d'ingénieurs qui sont fraîchement formés sur ces questions énergétiques et environnementales pour venir œuvrer à la transition. Alors comment ils vont faire ? Ils vont tout simplement diffuser leur savoir, leur savoir-faire dans tous les secteurs de l'industrie, mais également au travers des territoires, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on observera des changements. C'est d'autant plus vrai que l'industrie française, si je puis dire, elle a une forte culture de l'ingénieur. Un ingénieur, c'est un scientifique, c'est un technologue, il optimise l'existant, il innove en proposant des nouvelles technologies qui sont plus efficaces énergétiquement, de plus faible impact carbone, tout en gardant bien sûr à l'esprit que sur Terre, nos limites, elles sont finies. Mais voilà, un ingénieur, l'avantage de l'ingénieur, c'est que c'est bien plus que ça. Vous savez, lorsqu'on parle d'environnement ou de développement durable, on est amené à traiter des sujets qui sont très complexes. Il faut comprendre aussi bien des aspects scientifiques, sociétaux, économiques, culturels, et avoir une réelle vision d'ensemble. Donc l'ingénieur, il possède toutes ces compétences transverses, lui permettant d'avoir une vision d'ensemble afin d'œuvrer à la transition. Mais lesquelles ? Et est-ce que vous pensez à une compétence en particulier ? Alors, une compétence en particulier, je dirais parmi ces compétences, je pense notamment en fait à l'intelligence collective. Face aux défis qui nous attendent, plus que jamais, on va devoir faire preuve d'intelligence individuelle, certes, mais aussi et surtout d'intelligence collective. Et vous savez, l'intelligence collective, c'est ce qui permet d'émerger une richesse de propositions et des leviers d'action. Alors oui, l'ingénieur, pour répondre à la question, il a toute sa place dans cette transition. Et aux arts et métiers, comment cette notion est-elle abordée ? C'est une école qui est très engagée sur ces sujets. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées ces dernières années par l'établissement. Il faut savoir qu'il existe un groupe de travail interne autour d'un des axes stratégiques. Je pense à l'axe ingénierie responsable et à bas coût environnemental. C'est un groupe d'ailleurs qui est piloté par un collègue, Mickaël Deligan à Paris, mais également Guillaume Grandpex à Angers et Carole Charbouillet de Chambéry. Alors, l'école, je pense aussi à un autre exemple, elle s'est engagée dans l'obtention du label DDRS, vous savez, c'est le label développement durable et responsabilité sociétale de l'enseignement supérieur. Donc là, très concrètement, on doit répondre à un certain nombre de critères pour l'avoir. Et finalement, l'idée que j'aimerais dire, c'est que Arts et Métiers, on souhaite réellement être un accélérateur de talent pour une industrie responsable. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a conduit en début d'année 2022, alors je me souviens plus, je crois que c'était en janvier, à signer les accords de Grenoble qui engagent les établissements d'enseignement supérieur à prendre des mesures pour intégrer les enjeux de la transition socio-écologique. Donc l'école, elle s'est engagée, elle a élaboré un plan
plan d'action, je crois qu'il y a 120 mesures très concrètes, hein, j'insiste sur ce mot, permettant d'atteindre les 11 objectifs. Donc je ne vais pas vous citer les 120 mesures, j'invite tout le monde à regarder les accords de Grenoble. Mais alors, concrètement, puisque vous semblez aimer ce mot, dans la formation ou encore dans la recherche d'arts et métiers, et notamment au LIFC, au laboratoire LIFC où vous travaillez, qu'en est-il? Alors, c'est une question large, on va dire, aussi bien sur l'enseignement que la recherche. Je vais commencer par la formation. Sur le volet formation, déjà, il faut le dire, on forme à tous les niveaux. Des techniciens supérieurs avec le bachelor, en passant par l'ingénieur avec le diplôme d'arts et métiers, jusqu'aux chercheurs avec le doctorat. Donc le spectre de compétences développées à l'école, il est très large. Alors si on zoome particulièrement sur les questions des transitions énergétiques et de développement durable, on a d'excellentes formations, avec des cursus assez différents d'ailleurs. Hein. Je prends l'exemple... Si on parle de formation initiale avec le programme Grandes Écoles, je vous parlerai du parcours ingénierie et gestion durable des constructions sur le campus d'Angers. On peut également être en double diplôme en dernière année, s'orienter davantage sur de la recherche. Là, je pense au master recherche ingénierie des machines à conversion d'énergie à Paris. Si à présent on parle de formation tout au long de la vie, vous savez, c'est ce qu'on appelait à l'époque formation continue. Là, on peut citer quelques exemples, comme les masters spécialisés. Il y a le master spécialisé expert sur le campus d'Aix sur les énergies renouvelables. Il y a un master spécialisé manager du changement et de l'innovation durable à Chambéry, je crois. Enfin bref, il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas tous les citer. On pourrait aussi parler d'un autre cursus, le cursus par apprentissage, que je connais bien, pour alterner formation et immersion professionnelle. Donc là, je pense au programme d'ingénieur de spécialité en génie énergétique sur le campus de Paris. Bref, vous l'aurez compris, le catalogue, il est large. Il y a des formations sur l'énergie renouvelable, l'énergie nucléaire, le bas carbone, le durable, etc., etc. Et ça touche tous les secteurs, la construction, l'énergie, le transport, et ainsi de suite. Donc j'invite vraiment les étudiants et les étudiantes à regarder nos programmes de formation. Alors, concernant la recherche, là aussi, c'est un gros volet. Là encore, juste pour rappel, l'art et métier, c'est quand même une école où il y a 8 campus et 3 instituts. Il doit y avoir une quinzaine de laboratoires. Donc, vous imaginez bien, on fait beaucoup de belles choses. Pas sûr d'être d'ailleurs le plus légitime pour parler de tout ça, mais je peux au moins prendre l'exemple dans mon laboratoire, au LIFC. C'est un laboratoire on étudie des systèmes fluides, les systèmes énergétiques, innovants et respectueux de l'environnement. On y fait de la recherche académique, mais aussi de la recherche partenariale, c'est-à-dire dans le contexte socio-économique actuel, il émane, je dirais, des problématiques du monde industriel et on se place en support scientifique et technologique avec des missions d'expertise et en contribuant à l'innovation. Alors, chez nous, on travaille, pour donner quelques exemples concrets, sur la modélisation des systèmes de la pile à combustible pour l'hydrogène. On travaille également sur le stockage de l'hydrogène. On travaille sur les énergies renouvelables. Je pense essentiellement aux éoliennes. On a une soufflerie aérodynamique pour étudier ça. On a développé d'ailleurs un système innovant d'éoliennes contrarotatives au laboratoire. J'ai un doctorant d'ailleurs qui fait sa thèse dessus. Et j'échange aussi beaucoup avec le laboratoire Lipsen à Aix, avec Florian Huet qui travaille aussi sur ces aspects. On travaille aussi sur les machines ORC, ce qu'on appelle Organic Rankine Cycle. Donc, pour faire court, pour vulgariser un peu, ce sont des machines thermodynamiques qui permettent de valoriser la chaleur fatale. Voilà. On s'intéresse à l'énergétique des procédés industriels. J'ai par exemple un collègue qui étudie l'assistance cryogénique pour l'usinage. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je pense aussi au transport, les voitures électriques. On travaille sur le refroidissement des batteries, etc., etc. Je ne vais pas vous citer tous les exemples. Mais puisqu'on parle d'enseignement et de recherche au sein de l'école, et ça, je pense que c'est un point important sur ces questions de développement durable, je dois évoquer ce point qui est très concret. Il y a un programme national sur l'hydrogène. Il est piloté par le professeur Farid Bakir. Et comme vous le savez, la France et l'Europe on mise beaucoup sur l'hydrogène. L'hydrogène se présente comme une des solutions de la crise écologique. Et donc là, l'école a clairement pris part dans cette stratégie. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire donc que la transition énergétique nous concerne tous ? Oui, là, encore une fois, plutôt 2 fois qu'une. Les dérèglements climatiques, si vous voulez, ils sont déjà visibles. On observe des changements rapides, ils sont sans précédent depuis des milliers d'années, et pour dire vrai, certains sont déjà irréversibles. Alors, il ne faut plus penser comme un citoyen, je dirais, mais comme un éco-citoyen. C'est, je dirais, être éco-responsable et penser intérêt général. Donc, qu'on soit jeune, vieux, homme, femme, en France ou à l'autre bout du monde, on est bien sûr tous concernés. Je dirais même plus, c'est la
moindre des choses que de se sentir concerné dans la mesure où nous en sommes les principaux responsables. Si vous voulez, l'activité humaine, via l'utilisation des combustibles fossiles, comme le pétrole, charbon, gaz, etc., et aussi, il ne faut pas oublier les changements de la biosphère, comme la déforestation, et tout ça, ça induit finalement ces changements qui affectent toutes les régions du monde. Donc clairement, on est tous concernés. Et quels sont les grands défis qui nous attendent alors dans le siècle? Alors, les grands défis. Dans le siècle, déjà, on en aura beaucoup, ça c'est sûr, mais c'est finalement, je dirais, le propre de l'humanité que de faire face à des défis dans l'histoire, et ça depuis la nuit des temps, à chaque siècle, ces défis. Je vais plutôt essayer de répondre à court terme, c'est-à-dire dans les prochaines décennies. Il y a des caps où on va devoir être au rendez-vous, je pense à 2030 déjà, voire 2050. Parce que, si vous voulez, en parlant de l'échelle du siècle, je ne voudrais pas laisser penser qu'on a beaucoup de temps. Voilà. Donc, même dans un scénario optimiste de forte réduction des émissions, inéluctablement, on se dirige vers une aggravation du réchauffement et vers le seuil des 1,5 degrés Celsius qui sera sûrement franchi dans la décennie 2030. Donc c'est finalement très simple. Vous savez, en physique, on appelle ça un système ouvert. Vous avez des entrées et des sorties. Vous voyez ça, si vous préférez, comme une balance. Voilà. On émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et il faut les réduire. Donc le rapport du GIEC montre que les émissions nettes anthropiques, vous savez, les émissions causées par l'homme de CO2, doivent tomber à zéro d'ici 2050 pour un réchauffement global limité à 1,5 degré Celsius, par rapport, bien sûr, à la période pré-industrielle. Et c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. C'est d'ailleurs un des objectifs des accords de Paris. Alors, le zéro net, ça correspond à la différence entre le gaz émis et le gaz extrait. Parce que vous savez, il y a une partie du carbone qui est absorbée par des puits naturels sur Terre, donc la biosphère et l'hydrosphère. Alors, dit autrement, les océans et les forêts, pour faire court, ils absorbent aujourd'hui la moitié des émissions de CO2 d'origine humaine. Alors, il faudra aussi comprendre, ça c'est sûr, que la croissance infinie dans un monde avec des limites finies, c'est physiquement impossible. Et moi j'aime beaucoup cette phrase, consommer moins, mais consommer mieux. Et dans cette phrase, vous avez les deux concepts clés de la transition énergétique, à savoir la sobriété et l'efficacité. Oui, il est difficile de se représenter le futur en fait dans un tel contexte. Alors, comment pourrait-on imaginer le monde de demain selon vous? Alors, oui, effectivement, c'est difficile de représenter le futur. Moi, je ne suis pas Nostradamus, je ne pratique pas la prophétie, et je serais bien en peine de vous dire avec certitude comment sera le monde demain. Et d'ailleurs, je vous le dis très clairement, personne ne peut. En revanche, en science, on peut élaborer des modèles, moyennant quelques hypothèses, et tenter de prédire avec des lois d'évolution la dynamique d'un système complexe. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que depuis l'époque pré-industrielle, la planète s'est réchauffée d'1 degré. 1,1 degré pour être précis, en moyenne et de manière globale. Alors ce réchauffement, il est en partie irrémédiable, même si on arrêtait les émissions de demain, la température planétaire, elle se stabiliserait certes, mais la température des océans, ça continuerait à augmenter pendant des milliers d'années, les glaciers continueraient à fondre, avec une augmentation du niveau des océans, et la réponse de l'écosystème, ça va prendre des siècles, et, même si la température se stabilisait. Donc, par exemple, une partie de la forêt continuerait à périr à cause du réchauffement, et du stress hydrique, et ça à climat constant. Ça, il faut déjà le dire. Donc, le monde de demain n'est pas tout rose, même si on était à la neutralité carbone tout de suite. Et je tiens aussi à le dire, ça c'est un point important, les plus pauvres seront impactés, et cela engendrera des flux migratoires, évidemment. Le plus dramatique, à mon sens, dans l'histoire, ça reste la biosphère. Vous savez, quand on parle de biomasse, c'est la... Alors, comment je pourrais expliquer ça? C'est la masse organique, qu'elle soit d'origine végétale, animale, bactérienne, fongique, etc. Dit autrement, c'est la masse de vie sur Terre. Et si on regarde plus spécifiquement les mammifères terrestres, là où les hommes et les animaux domestiqués représentaient moins d'1% il y a 10 000 ans, aujourd'hui, ils représentent 96%. Il n'y a quasiment plus de vie sauvage sur Terre. Ça, c'est la réalité. L'homme et ses activités prennent de plus en plus de place, et cela a contribué à l'extinction de la faune, et on peut même le dire, de la flore terrestre durant cette période. Et les experts, ils nous le disent très clairement, on est assurément aujourd'hui à l'aube de la 6e crise biologique. Alors, dans le jargon scientifique, on parle d'extinction massive de l'Holocène, mais c'est le jargon. Et même en restant sur la limite de 1,5 degré Celsius, dont j'évoquais tout à l'heure, le rapport du GIEC estime que 3 à 14%, si ma mémoire est bonne, des espèces terrestres vont disparaître. Alors vous savez, c'est logique, ça on peut l'expliquer d'ailleurs, si on raisonne en énergie naturelle, qu'en énergie naturelle renouvelable,
Notre source, c'est notre étoile, c'est le Soleil. Alors bien sûr, je mets de côté l'interaction gravitationnelle avec la Lune, qui alimente l'énergie marémotrice. Ça, c'est peanuts, c'est pas beaucoup. Et je mets aussi de côté la géothermie. Ça, c'est dû à un autre phénomène, c'est l'activité de notre planète. On a un phénomène d'accrétion de la matière. Les éléments vont sédimenter vers le noyau. Et il y a aussi une activité nucléaire avec des éléments radioactifs au centre. Bref, on met ça de côté. Si on regarde juste le rayonnement du Soleil, c'est notre source principale d'énergie naturelle. Alors, le soleil, il permet d'alimenter les panneaux photovoltaïques, il permet d'engendrer le vent, qui alimente les éoliennes, il permet d'évaporer l'eau, c'est la base du cycle de l'eau, et c'est une énergie qu'on va récupérer après sous forme de barrage hydraulique lors de la précipitation, etc. etc. Bon, vous l'aurez compris. Bref, le flux solaire reçu par la Terre, il reste quasiment constant. Et par conséquent, la biomasse que ce flux peut alimenter, lui aussi, il doit rester constant. Donc chaque million de tonnes supplémentaires d'humains ou d'animaux de compagnie, ça s'accompagne mathématiquement de la disparition d'une quantité équivalente d'autres espèces. C'est mathématique. Et là, on voit bien que nos limites sont finies. C'est palpable. Et vous savez, on est de plus en plus nombreux. Là, je disais, je crois qu'il y a une semaine à peine, c'est très récent, on a passé le cap des 8 milliards sur Terre. Quand j'étais petit, j'apprenais en primaire qu'on était moins de 6 milliards. Donc le monde de demain, il sera très peuplé. Alors là, les gens qui nous écoutent, s'ils regardent la courbe d'évolution de la population mondiale, ils peuvent déjà déterminer mon âge. mais blague à part, je ne peux pas vous dire avec certitude ce que sera le monde de demain, mais je peux vous dire ce qu'il ne doit pas être. On doit limiter notre impact au maximum. On doit stopper les émissions de gaz à effet de serre, c'est moteur du changement climatique, on le sait. On doit stopper la déforestation pour tout ce qui est agriculture intensive ou élevage intensif. On doit stopper la pollution des milieux naturels. Je pense par exemple, vous savez, quand il y a des déversements massifs de nitrates dans les sols. On doit stopper la surexploitation des ressources, la surchasse, la surpêche, etc. Il va falloir repenser notre alimentation, moins de viande, des produits locaux, de saison, etc. Il va falloir repenser l'habitat, avec des villes moins surchargées, des bâtiments moins énergivores. Il va falloir repenser les transports aussi. Tiens, j'avais oublié les transports avec la mobilité douce, bas carbone. Il va falloir repenser l'industrie, moins de plastique, moins d'emballage, relocaliser les activités économiques et sociales, etc., etc. Bref, il y a du boulot, vous l'aurez compris, et voilà le monde de demain. Alors, à la lumière du constat actuel que vous faites, peut-on encore être optimiste ? Optimiste, alors... alors, il faut que je fasse un peu attention à ma réponse parce qu'en science, si vous voulez, on évite toujours de tomber dans le pathos ou l'émotivité. On ne se pose pas trop la question de l'optimisme ou pas. Toutefois, si la question elle est à titre personnel, je vais répondre comme ça en tout cas, bien sûr qu'il faut l'être encore optimiste. Je ne souhaite pas tomber dans ce pessimisme, ce fatalisme ambiant, cette autoflagellation perpétuelle. C'est très français en plus, ça, pour le coup. Ça ne fera pas avancer les choses. Il faut de l'espoir et de l'optimisme. Vous savez, l'humanité a toujours fait face à des risques, à des défis, à des obstacles. Il y en avait avant, il y en aura demain. Et l'idée qu'on puisse supprimer les défis partout et tout le temps, c'est une vue de l'esprit. Donc personnellement, moi, je tire mon optimisme dans les étudiants, que je côtoie tout le temps, au quotidien, dans la nouvelle génération. Ils sont vraiment, vous savez, en quête de sens. Ils ont des convictions, des principes, des valeurs tout à fait intéressantes. Et chaque année, je vois des élèves ingénieurs intégrer l'industrie, être vecteurs de nouvelles idées. Ils font preuve, d'une imagination folle. Et non pas d'une folle imagination, qu'on se comprenne bien. Ils sont très créatifs, ils sont volontaires, ils sont ingénieux. Voilà, c'est le bon terme. Et d'ailleurs, ça tombe bien, tant mieux, parce que c'est ce qu'on leur demande, d'être ingénieux pour des ingénieurs. Donc voilà, optimiste, oui, assurément. Alors, un mot de la fin, Michael Pereira ? Un mot de la fin. Alors, bon, je suis jamais très doué sur la répartie du mot de la fin. Qu'est-ce que je pourrais bien dire ? Je parlerai bien de solidarité, de cohésion, d'esprit de corps. Vous savez, par les temps qui courent, et là je ne parle pas forcément d'écologie, je pense que nous avons besoin d'un peu de sérénité, de bienveillance, de solidarité. On n'y arrivera pas sans. Vous savez, dans la devise républicaine, il y a un très joli mot qui s'appelle la fraternité, dont on ne parle pas souvent, et c'est dommage. Et ça me fait penser à un exemple, je vais vous donner un exemple. Durant la crise sanitaire, lors du confinement, y en a certains qui faisaient des stocks de pâtes et de papier de toilette en remplissant leur caddie dans les magasins. Alors ça me faisait doucement sourire, mais de fait, ça en dit long sur notre capacité de partage et d'entraide. C'est même inquiétant, en fait, pour le monde de demain, si je rebondis à la question précédente. Sans solidarité, c'est fichu. Et vous connaissez ce célèbre adage, on dit souvent tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Eh bien voilà mon mot de la fin.
Merci Michael Pereira d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Ce podcast a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques, EasyTech. Nous remercions la Direction générale d'Arts et Métiers et sa direction de la communication pour leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web d'Arts et Métiers, artsetmétiers.fr, où vous trouverez des informations sur les formations, la recherche et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast.